On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur deux sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle série plus intime et personnelle dans laquelle je pars à la rencontre d'artistes et de personnalités publiques pour explorer avec eux leur enfance et surtout ces souvenirs qui ont façonné le père ou la mère qu'ils sont devenus. Cette série s'appelle De l'enfant aux parents et j'espère pouvoir vous proposer un nouvel épisode chaque mois, toujours le jeudi comme d'habitude. Et pour ouvrir le bal, j'ai eu la chance de recevoir Certes Mathurin, humoriste et jeune père. Ensemble, à partir de quelques anecdotes issues de son spectacle Affaires de famille, actuellement en tournée à travers la France, nous avons creusé les blessures de son enfance et la manière dont l'humour est devenu une arme de protection. Nous avons ainsi parlé de ses figures marquantes, notamment celle de sa mère, qui ont profondément influencé sa vie et notamment les valeurs qu'il souhaite aujourd'hui transmettre à son tour à son fils. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Stéphanie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui puisque tu ouvres le bal de cette nouvelle série spéciale qui s'appelle De l'enfant aux parents où l'on explore ensemble les souvenirs d'enfance et les expériences qui ont façonné le père que tu es devenu. Tu es humoriste, j'ai eu la chance d'assister à ton spectacle Affaires de famille, actuellement à l'affiche du Théâtre des Mathurins à Paris et également en tournée dans toute la France. Tu y partages avec humour et justesse des tranches de vie familiales dans lesquelles on se reconnaît tous. Tu pointes notamment les difficultés mais aussi toute la beauté de l'univers familial. J'ai ri du début à la fin et j'ai même eu les larmes aux yeux. Tu manies l'art de la blague avec finesse tout en nous touchant en plein cœur en évoquant toutes les particularités de cette expérience universelle qu'est la vie de famille. Pourquoi est-ce que tu as décidé de consacrer ton nouveau spectacle de stand-up au sujet de la famille ? Depuis que j'ai commencé ma carrière, j'essaie toujours d'avoir des spectacles qui collent à ma vie. C'est mon 4e thématique. J'aime bien prendre une thématique et la creuser un petit peu. Le premier, c'était sur l'amour. J'avais une rupture amoureuse assez douloureuse. J'ai failli me marier avec une femme il y a quelques années de ça. Je me suis posé des questions sur l'amour. Pourquoi l'amour s'arrête ? Pourquoi on divorce ? C'est quoi la fidélité dans l'amour ? Donc, j'aime bien creuser quand c'est proche de moi. J'en ai écrit un sur l'argent, pendant le confinement, par exemple, parce que j'avais plus d'argent et le lien à l'argent. Pourquoi on veut tous de la thune ? Est-ce que ça rend vraiment heureux ? Donc c'est toujours très lié à ma vie. Ensuite d'après c'est sur l'écologie, c'était plus on m'a demandé de le faire et j'étais curieux de nature de le faire donc je l'ai écrit. Et là sur la famille, on va pas se mentir, je suis papa depuis 6 mois maintenant. Donc quand ma copine m'a annoncé qu'elle allait être enceinte, c'est tout de suite ça s'est mis en c'est quoi une famille ? J'en ai une depuis que je suis tout petit. Maintenant j'en fonde une nouvelle. C'est quoi en fait une famille ? Est-ce qu'il y a une bonne, une mauvaise famille ? Et donc j'ai commencé à creuser. Donc j'aime vraiment prendre un sujet qui est lié à ma vie, puisque c'est le principe du stand-up, et de le décortiquer. Et ça me permet surtout, à chaque fois, chaque spectacle, de m'enrichir en tant que personne. Donc je me suis dit, je vais être papa, j'ai envie d'être un bon père. Vas-y, je vais lire plein de trucs sur la famille pour essayer de être le meilleur père possible, en tout cas essayer. Et je vais refaire un spectacle, parce que c'est presque une manière pour moi d'apprendre en fait mon rôle. Avant d'être papa, mon spectacle, c'est une manière d'apprendre à faire famille. Et ça donne ce spectacle-là que je joue depuis quelques mois maintenant. Justement, on va en parler de ta famille. Tu es l'aîné d'une fratrie de 3 enfants avec 2 petites sœurs. Dans ton spectacle, tu parles beaucoup de ton enfance au sein de cet univers familial et tu dis avec humour cette phrase qui m'a fait exploser de rire que ta famille est éclatée au sol. Alors pourquoi cette expression ? Ma famille, elle est en fait... Je pense que la plupart des familles sont éclatées. Il ne faut pas se mentir. Comme ça, les gens, ils n'ont pas
Je pense que la plupart des familles sont éclatées parce que bah, c'est des êtres humains qui sont dedans. Il y a des trucs bien dans ma famille, vraiment, il y a des trucs bien et c'est ce que je donne dans le spectacle. Mes sœurs, il y a des trucs vraiment qui ont construit la personne que je suis, dans le positif, mais il y a également les trucs éclatés. Mes parents, et j'ai plein d'oncles et de tantes à qui ils parlent pas du tout. J'ai des cousins qui ne parlent plus du tout. Donc j'ai vu des familles qui vont pas. Et j'ai toujours essayé de comprendre, mais je comprends pas. Quand j'étais enfant, j'avais des cousins, c'était mes amis et tout, et ils ont disparu au fur et à mesure de ma vie. Et mes parents ne sont jamais vraiment comprendre. Entendre mes parents, je les entendais souvent dire: «Oui, parle pas à lui». Donc parce qu'eux, ils s'embrouillent avec leurs frères et sœurs. Moi, je peux plus parler avec mes cousins et cousines. Je peux pas parler aux grands-parents. Il faut se méfier des gens de la famille. Donc j'ai grandi un peu dans ça tout le temps. Et avec mes petites sœurs, quand on a été à un âge de comprendre, on s'est promis que ça ne doit pas nous arriver. Donc j'ai construit donc sur les trucs positifs avec mes sœurs, mais également sur le négatif. Et je pense que c'est important de comprendre comment sa famille, elle va et elle va pas, pour pouvoir, quand tu fais une famille, essayer d'enlever, entre guillemets, ce qui va pas pour garder ce qui fonctionne. Donc je suis très pragmatique. Il y a l'émotion, l'amour et tout, comme je le dis dans le spectacle. La famille, c'est beaucoup d'émotions, mais je pense que mettre un peu de raison dedans, ça permet de la comprendre un petit peu mieux. Donc, si je prends tous les êtres humains de la famille, la plupart, ils sont éclatés. Mais les 20%, c'est ceux qui ont fait la personne que je suis dedans. Donc, c'est ça aussi dans une famille. C'est qu'il te suffit d'une personne qui soit incroyable pour que ta vie, elle soit mieux parce que cette personne, elle est beaucoup plus lumineuse que toutes les autres négatives, en fait. Et c'est un peu le cas dans ma famille, à moi. Par rapport à ces dysfonctionnements, ce que j'aime bien dans ton spectacle, c'est que tu soulignes aussi que de nombreuses raisons qui expliquent toutes les difficultés familiales que l'on rencontre tous, c'est l'absence de cadre que Ouais. l'on a dans la famille. Bah, ouais, je pense qu'on nous forme pas à être une famille. Je le dis un peu dans le spectacle, c'est que je pense que c'est le principal problème, c'est que il y a eu des cadres il y a longtemps et comme normalement les lois, tout se remet à jour. La famille, ça s'est jamais vraiment remis à jour. Donc on maintient des trucs d'il y a 200, 400, 600 ans dans un monde qui a complètement changé. Et c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Donc peut-être que remettre un peu les cadres, les pères, les mères, ils apprennent des nouveaux rôles en faisant en même temps. Et ça fait que, et les enfants, c'est pareil. Donc ça fait que c'est un peu, tout le monde se regarde un peu. Ah, j'ai plus le droit de faire ça, ouais. Ah merde. Ah, j'ai pas le droit de dire ça. Ah merde. Et cette absence de cadre crée. La nature, elle a peur du vide. Donc, quand il y a du vide dans la famille, souvent, c'est du chaos qui est engendré dedans. Je dis pas que la famille doit devenir une école ou une entreprise où ce soit hyper cadré, mais en fait, en plus, comme il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de référence. Donc, c'est-à-dire que quand tu parles en famille, il n'y a pas de, il y a pas de débat constructif. Tu sais, c'est T'as un souvent, exemple hein, de ta famille je sais pas, quand qui a tu manqué de t'embrouilles avec tes cadre? parents, c'est forcément eux qui vont gagner. C'est comme si même s'ils ont tort, ils vont quand même gagner parce qu'ils sont plus vieux que toi, ils sont sur Terre depuis plus longtemps. C'est pas comme ça la vie. C'est parce que tu es sur Terre depuis longtemps que tu as raison par rapport à moi. Et c'est un peu comme ça, malheureusement, dans une famille. Le grand frère ou la grande sœur, c'est souvent eux qui gagnent parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. C'est pas comme ça. Tu peux être dans une entreprise, bah, ou dans un procès, ou je sais pas, bah, on va écouter les arguments et voir qui a raison, qui a tort. Dans une famille, c'est pas comme ça. Il y a des trucs de place qu'on te donne à la naissance qui sont difficilement modifiables. T'es le plus petit, donc t'as tort. Et c'est ça qui a créé beaucoup de tension, qui crée beaucoup de tension dans les familles. Parce que si mes parents, ils ont tort. Mais tu peux pas leur dire qu'ils ont tort, donc tu peux pas avancer, en fait. Non, non, c'est clair. Et d'ailleurs, tes parents t'en parlent beaucoup, hein, de ton père et de ta mère. Alors, avec beaucoup d'humour, tu compares l'analyse que tu as faite de ta famille avec cet outil en marketing qui s'appelle le SWOT, donc avec les forces, les faiblesses, etc. Et tu mets dans les faiblesses ton père, notamment vis-à-vis de la violence qu'il a pu utiliser à ton égard ou de son incapacité à exprimer ses émotions. Et de l'autre côté, tu mets ta mère qui, au contraire, est comme une figure héroïque dans ta vie, dans ton récit et notamment dans ta scolarité. Comment est-ce que tu as vécu cette différence éducative entre tes parents ? Honnêtement, je voyais, s'il y a des choses qui ont changé, hein, évidemment. Aujourd'hui, j'ai du recul, mais je voyais mon père comme un boulet. Je me dis: «Mais c'est un enfer, en fait. Ma mère, elle serait beaucoup mieux sans lui, on serait tous mieux sans lui». Pendant toute mon enfance, c'était comme ça, c'était très conflictuel et j'ai même quitté et je me souviens que j'ai fait une école de commerce, à Pau, parce que j'ai pris la carte de France et j'ai pris l'école de commerce la plus loin de mon père, physiquement, pour dire à quel point c'était compliqué et en même temps, bah, ma mère, c'est là où en fait, c'est souvent dans le chaos que tu vois les héros. C'est en temps de guerre que tu vois qu'il y a un héros. Ma mère, peut-être que ça aurait été un autre cas, j'aurais peut-être pas forcément vu ça. Mais quand tu la compares à mon père, bah, elle est héroïque. Elle est bienveillante, elle est aimable, elle travaille beaucoup. Ma mère, c'est pas quelqu'un que j'ai vu beaucoup de ma vie, dans ma vie, hein. Mais ces peu de moments, ils sont beaux, ils sont réels, ils sont sincères. C'est des peu de phrases, mais des phrases qui impactent. Et
Ma mère m'a montré j'en parle un peu dans le spectacle, la gentillesse. C'est lui qu'en fait, quand tu considères que tu es bon, ma mère, c'est quelqu'un de bon, je pense. Tu vois, il y a des êtres humains qui sont bons et des êtres humains que la vie a rendus mauvais. Je pense pas qu'ils naissent mauvais, la vie les a rendus mauvais. Mais et c'est pas facile de rester gentil. Et aujourd'hui, je me rends compte l'effort que ça lui a demandé pour de rester gentille, pour rester aimable, pour rester tolérante. Et ça m'a appris énormément. Aujourd'hui, j'essaie de rester quelqu'un de bien, et j'essaie d'être un. C'est pas facile, là, je suis papa. Parfois, tu as envie d'être crié, tu as envie d'être énervé, mais tu donnes de la. Tu donnes de la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est d'essayer de rester positif envers cette personne-là. Et ma mère, elle est toujours restée positive. Et je sais qu'elle aurait pu craquer. Mais l'amour son abnégation, elle est croyante. Donc elle disait toujours, ça me reviendra d'être gentil. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, parce que j'ai 39 ans, ça lui revient. Putain, ça lui revient, quoi. Je comprenais pas. Je me disais, mais arrête, casse-toi, laisse tomber. Et aujourd'hui, putain, j'ai compris. Et c'est fou. C'est fou, quoi. Aujourd'hui, mon père, il est calme, il est gentil, il a arrêté de boire, il a changé. Ma mère, elle a vu ça. Nous, on n'avait pas vu ça, hein. Elle a vu ce truc-là de gentillesse qu'il y avait en lui, que nous, on n'arrivait pas à voir. 38 ans plus tard, on a compris pourquoi elle est restée. Qu'est-ce qu'elle a fait de particulièrement bon dans ta vie? Euh, Déjà, travailler pour nous aider. Elle se lève à 3h30 du matin. Elle nous fait à manger avant qu'elle parte. Le matin, on se réveille, on a le petit déjeuner. Tout est prêt, alors qu'on la voit quasiment pas. Elle rentre le soir à 20h, on va se coucher. Donc, c'est quelqu'un que je n'ai quasiment pas vu physiquement, mais tout était prêt. On n'avait pas d'argent, mais ça se voyait pas, parce qu'elle faisait tout pour que ça se voit pas. C'est c'est de la... C'est de l'écoute. C'est de l'écoute. Même si les gens sont méchants, soyez pas méchants. C'est des conseils. Mes sœurs, aujourd'hui, on est tous les trois dans le social. On sait très bien pourquoi. Mes sœurs et moi, il n'y a pas de miracle. Elle nous a envoyés vers là sans qu'on se rende compte. Donc c'est ça. En fait, elle m'a montré, et aujourd'hui je le sais en tant qu'adulte, que dans ce monde de fous, tu peux quand même être gentil et avoir une belle vie. C'est ça le principal de truc. Je pense que. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à beaucoup de gens, et que mes sœurs essaient de transmettre à beaucoup de gens. Ça paraît basique, un peu utopique, mais en fait, je pense vraiment qu'elle m'a appris qu'avoir un bon cœur, c'est fatigant. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. C'est mieux. C'est plus dur, c'est plus fatigant d'être dans ce monde-là, être gentil. Je le dis c'est dur, quoi. Les gens, un mec gentil, il va avancer, il va aider des gens pendant le chemin. Celui qui est pas gentil, il s'en bat les steaks. Donc forcément, l'autre, il va arriver avant. Et ça met, quand elle a, au bout de 35 ans, avec un père qui a des dettes, des huissiers qui rentrent chez toi tous les 3-4 ans, tu n'as plus de meubles, tu dois recommencer à zéro. Tu rentres, moi j'ai 12-13 ans, je rentre de l'école, il n'y a plus de meubles. Donc tu as des petites sœurs, tu vas chercher à l'école, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de trucs. Et moi je me dis, elle va devoir recommencer à zéro, quoi. Et recommencer à zéro. Et aujourd'hui, elle a une grande maison en Haïti. Elle cachait son argent de côté. Elle cachait. Et aujourd'hui, elle a sa grande maison. Alors qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à être propriétaires. Elle a réussi à l'être. Parce qu'elle a été gentille, elle a cru, elle mettait une goutte. La cigale a fourmi. Petit à petit, discrètement et tout. Donc respect à elle, franchement, respect. Et la puissance de penser toujours à long terme aussi. Exactement, visualiser. Des fois, et ça, c'est ça qu'il nous a appris, c'est de croire que c'est pas en 2 jours ou en 3 jours. La patience. Ça va arriver, ça va aller. Et elle disait sur cette phrase, fils, la vie, elle est pas compliquée. C'est nous qui nous compliquons la vie. Elle me disait tout le temps ça quand j'étais petit. Là, ma mère, elle a arrêté l'école à 12 ans. Hein. Donc, toi, elle m'a appris l'intelligence, mais dans le sens étymologique du terme. La capacité à s'adapter. Souvent, on pense que l'intelligence, c'est les diplômes. J'ai fait des longues études, j'ai un double master. Ma mère est plus intelligente que la plupart des êtres humains sur Terre. Je sais que c'est pas ça être intelligent, mais ça paraît bête. Hein. Et ça a fait qu'aujourd'hui, je respecte pas les gens qui ont forcément un diplôme. C'est parce que tu es diplômé que tu es malin. Parce que tu as de la culture que tu es malin. Tu peux avoir de la culture parce que tu as de la chance d'avoir un milieu culturel, une famille cultivée. Mais la capacité à s'adapter dans ce monde-là, être gentil, être souriant, ça, c'est intemporel. Et les gens aiment toujours. Ma mère, quand elle arrivait en France, je donne un exemple, elle arrivait, ils n'avaient pas de papier, mes parents. Ça arrivait d'Haïti dans les années 80. Et donc, c'était compliqué pour eux de fou. Et moi, je suis né. Donc, je suis arrivé en un truc. Donc, ils dormaient dans la rue. Je dis pas tout ça pour. Ça, par contre, c'est mon père qui m'a appris ça. Et ça, je dois l'avouer. C'est le fait de. Il a une phrase que je disais dans mon spectacle sur l'argent. Je reviendrai un peu sur lui, où en fait, tu te rends pas compte que tu apprends quand même des choses. Et la dualité fait que mon père, il m'a appris des trucs. Il était très fier, très, toi, torse bombé, très
arrogant même. C'est moi le chef de la famille, c'est moi le nanana. Il avait ce truc-là. Donc toujours, il a jamais eu d'argent, mais toujours fier. Et ça, c'est un truc que je tiens de lui, je pense. C'est que on n'a pas eu d'argent, notre famille n'a pas eu d'argent, mais ça se voyait pas trop. Ça se voyait pas trop. Et il disait, mon frère disait cette phrase, il disait, quand j'étais à l'école, qu'on n'avait pas de marque et tout, et je voyais que ma famille n'avait pas d'argent par rapport aux autres. Parce j'avais jamais de, je sais pas, j'avais pas de Nike, j'avais pas de trucs comme ça. Et il me disait, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, mon fils, c'est juste non, c'est pas qu'on est pauvre, c'est juste qu'on n'a pas d'argent. En bref, il s'est jamais senti pauvre. Parce que pauvre, pour lui, c'est un état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'était un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il venait d'une famille, et j'ai appris ça, la différence entre être pauvre et pas avoir d'argent. C'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui plaignent les Haïtiens, ouais, ils sont pauvres et tout. C'est pas qu'ils sont pauvres, ils ont pas d'argent. Ils vivent, l'espérance de vie d'Haïti, elle est pas dégueulasse. Ma grand-mère, elle a 88 ans. Et c'est que si elle tient en vie, c'est qu'elle est pas si pauvre que ça. Elle a pas d'argent par rapport à nous. Et ça, c'est le truc, ma culture française haïtienne, familiale m'a appris ça. Et c'est beau, ça, c'est de la richesse. Ça prend du temps à se rendre compte que c'est de la richesse d'apprendre ça. Et dans le monde dans lequel on est, c'est beau. C'est pour ça que je vois qu'il y a des familles autour de moi qui vont pas, qui se plaignent sur des trucs. Et frérot, ma famille, moi, nous, on était de 0 à 3 ans, j'étais dans la rue. Mais mes parents, ils disaient, vas-y, ça va aller, on n'a pas d'argent, mais t'inquiète, on y va et tout. Donc je tiens ça de mon père quand même. Ouais, un C'est état d'esprit. un état d'esprit, un état d'esprit. Cette espèce de truc de, je baisserai pas les yeux devant les gens. Donc ça te donne une espèce d'abnégation à la résistance. Pareil, sur la côté un peu négatif de mon père, je dis dans le spectacle, mais je donne un contrebalance ou la violence. Je pense que c'est une question que tu allais peut-être me Ouais, poser. j'allais t'en parler parce qu'en effet, la violence, j'en parle beaucoup dans ce podcast parce que malheureusement, la France fait partie des pays, notamment européens, où la violence est très pratiquée dans l'éducation vis-à-vis des enfants. Donc on parle de violence physique, mais pas que, hein, violence morale, psychologique, etc. Et en effet, toi, t'en parles dans ton spectacle. Alors, tu utilises la blague hein, pour parler de ce sujet qui est relativement grave, hein, parce qu'on sait les répercussions que ça a sur les enfants, même une fois qu'ils deviennent grands. Comment est-ce que toi, t'as vécu tout ça et quelle prise de recul t'as pris par rapport à ça? C'était dur de fou. C'était très, très dur dans mon enfance. Franchement, ça fait avoir des pensées noires. Mon père, je ne devrais même pas dire ce que je pensais de lui et ce que je voulais pour lui. C'était noir. Je me faisais taper pour rien. Mais ça a même rendu difficile mes relations avec mes sœurs. Parce que quand tu es aîné dans nos cultures, et même dans beaucoup de cultures, tu es censé être responsable de tes frères et des sœurs. Donc quand elles font des bêtises, c'est toi qui te fais taper pour elles. Donc ça fait que tu arrives à un point de ne plus les aimer parce que elles te. Mais pourquoi ta sœur elle comprend pas à l'école? Pourquoi ta sœur elle a fait ça? Pourquoi? Je sais, c'est pas moi. Moi je fais ce que je peux. Donc ça crée de la haine et envers celui qui te tape et envers les conséquences de ces personnes-là. Donc ça a été dur. Franchement, ça a été hyper dur pendant très 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 longtemps. Même la violence envers ma mère. Donc c'est un truc que je reproduirai jamais. Je reproduirai jamais parce que je sais ce que c'est. Je sais comment c'est, ce que ça crée comme trouble mental. Je sais ce que ça. Et c'est là où c'est dur. Et c'est pour ça que il n'y a pas d'arrivée sans départ. Et des fois, on me dit, mais comment c'est que t'es pas devenu un connard fini? Et j'aurais pu. Mais en fait, des fois, tu construis. Il y a deux manières quand tu as des parents ou une famille difficile. Parce que mes oncles, c'était pareil. Dans nos familles, tu peux te faire taper par un oncle. Il a le droit. Il a le droit de te défoncer comme si ça fait beaucoup de gens qui te frappent. Toi, c'est dur. Et en fait, soit tu deviens comme eux, soit tu t'opposes complètement. Et je me suis dit, je veux pas être ces personnes-là. Je veux pas être eux. Il faut que je me démerde pour pas être eux. J'ai un truc marrant que je dis pas dans le spectacle, mais peut-être je le calerai. Je suis haïtien, je suis antillais et tout. Je sais pas danser, moi, aujourd'hui. Mais parce que je me souviens très bien, j'ai fait un rejet de ça. Parce qu'ils étaient toujours arrogants par rapport aux femmes, les relations avec les femmes également, beaucoup d'infidélité, beaucoup de trucs comme ça. Mais j'ai dit, j'ai pas envie d'être. Je danserai pas danser, je m'en fiche, j'ai pas envie d'apprendre ça. Pour que je sois quoi? Un mec infidèle, j'ai pas. Donc, mais ça paraît bête aujourd'hui, mais toi, on se rend pas compte quelle construction ça fait. Je suis un noir entier qui sait pas danser. Parce que je sais très bien, mon père, il me forçait à aller en soirée, danse le mardi soir, mercredi soir, parce qu'un homme antillais doit savoir danser pour pouvoir attraper une femme, coucher avec des femmes. J'ai un rejet, j'ai ma première copine, j'ai fait amour à 22 ans et demi. Tu vois, c'est tard. J'ai fait des rejets. En fait, tu vois, mais je me suis analysé. Tu vois, le SWOT dans mon spectacle, force, faiblesse, opportunité, menace, j'ai fait ça assez jeune. Et je pense que c'est ce qui m'a protégé. Je suis quelqu'un qui, j'ai pas le permis. Ça paraît bête, mais j'ai beaucoup marché. Beaucoup marché. Je me posais des questions en marchant. C'est pas pour rien que je pense que je suis devenu artiste et que j'ai toujours ce truc-là de.
de me poser des questions et d'essayer d'y répondre. Là où c'est pas dans ma culture d'aller chez le psy, bah, ma culture, c'est de me parler à moi-même, de prendre une feuille et un stylo et de transmettre. Pour ça que je pense qu'il y a beaucoup que ce soit des rappeurs ou des slammeurs, il y a une culture très artistique c'est une manière pour nous d'extérioriser un peu ces trucs familiaux. Chez les rappeurs, tu vois, la mère est tout le temps citée. Les gars, ils parlent de braquage, de trucs, mais la daronne, c'est toujours, c'est un peu caricatural, mais Ouais. bah, c'est vrai. Mais c'est pas facile. C'est par contre ceux qui n'ont pas réussi à sortir de ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, je comprends mon père. Mon père, il a grandi dans une famille, c'était l'aîné garçon. Il y a une différence entre les aînés garçons et les aînés filles en fonction des cultures. Sa mère, elle est morte, il était assez jeune, il avait 17 ans, 16 ou 17 ans. Il avait une fratrie de 16 ou 17 frères et sœurs à gérer. Il est noir, très foncé, mon père. C'est un sujet, bon, je sais pas, on n'aborde pas très souvent, mais il y a du racisme de couleur chez les noirs également. Plus t'es foncé, moins, plus t'es mal vu. C'est des résidus de l'esclavage, ça. Et mon père, il est noir très foncé. Il se faisait frapper par ses profs, parce qu'il est noir très foncé. Et donc ça l'a rendu dur. Son père, il était dans l'armée, ça l'a rendu dur, dur. Moi, je me faisais défoncer à cause de mes petites sœurs. Lui, il avait 16, 17 frères et sœurs. Il se faisait allumer tout le temps. Donc, soit tu deviens dur, soit t'es gentil. Il n'a pas réussi. Et Tu en même temps, rajoutes c'est ça. tellement difficile de déconstruire les modèles C'est éducatifs trop dur. C'est qu'on a très, très connus. dur. C'est très, très dur. C'est pour ça que je je cautionne pas. Jamais je cautionnerai des méchants. Jamais je cautionnerai ceux qui font du mal. Par contre, tu peux comprendre. Et c'est ça qui est difficile avec l'être humain. Et tout le mal qu'il y a sur Terre, les gens qui font du mal, tu peux pas cautionner. Mais comprendre. Et en fait, comprendre, c'est d'éviter que ça se reproduise. Et c'est pour ça que ton podcast, je le trouve beau. Et le titre, je le trouve beau. Les adultes de demain. J'ai une phrase que je répète souvent et qu'on m'a dit quand j'étais petit. Faut faire des enfants forts pour pas avoir réparé des adultes cassés. Et c'est pas facile, quoi. Je pense, bah, je le dis un peu dans le spectacle, le seul but que j'ai pour ma famille, c'est essayer de faire en sorte que mon enfant, mes enfants peut-être, j'aurais plus, soient pas nuisibles aux autres êtres humains. Si on faisait ça, si on se focusait juste sur ça, ce serait déjà peut-être pas mal, quoi. Mais c'est dur. Quand t'as des familles qui sont dures, c'est pas facile, quoi. Et il y a un moment aussi dans ton spectacle, j'ai beaucoup aimé, puisque tu parles notamment beaucoup de transmission, et tu parles de cette tradition qu'on a, de la transmission du nom de famille. Alors tu sais que c'est très marrant que tu en aies parlé, puisque donc, tu donnes des chiffres. En France, seuls 7% des enfants portent aujourd'hui le nom de leur mère. Figure-toi qu'avec mon conjoint, on a décidé de donner mon nom de famille à mon fils. Et en effet, il fait partie des 0,00% d'enfants en France qui portent le nom de leur mère de manière choisie. C'est-à-dire que c'est pas que le père l'a pas reconnu ou mère seule, etc. Et donc ça m'a fait beaucoup rire, puisque en effet, souvent, on nous pose la question et on nous regarde très bizarrement pour ce choix. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé à ce point-là ? Bah, je vais dire très honnêtement, c'est ma mère qui m'a élevé. Je me suis dit, mais pourquoi je porte le nom de l'autre? Aujourd'hui, ok, mais ça avait pas de sens pour moi. Ça avait pas de sens. Tu te dis, il y a quelqu'un qui se bat pour toi, qui se lève tous les matins, qui te nourrit, qui te transmet des valeurs, et tu portes le nom de celui qui défonce ton enfance. Ça n'a pas de sens. Et et souvent même le prénom est donné par le père. Donc j'ai même pensé à un moment changer de prénom également. Ça avait pas de sens. Intuitivement, ça n'avait pas de sens. Et c'est là où j'ai creusé, je sais pourquoi c'est comme ça. Parce que quand on entend des histoires souvent d'abus familiaux, de traumas familiaux, c'est souvent malheureusement le père, pour plein de raisons historiques. Hein. Pour plein, comme je le dis là, moi je raconte l'histoire de mon père, mais il y a malheureusement beaucoup de pères qui ont cette même histoire-là. Donc, et c'est là où il y avait l'aspect traditionnel et l'aspect légal, comme je dis, c'était obligatoire pendant très longtemps. Et la femme, de toute façon, la place de la femme n'a jamais été très élevée dans la société pendant très longtemps, et encore, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est là où tu as le décalage entre l'intuitif et le légal. Et la famille, il y a le légal sur sur le nom de famille, il n'est pas du tout intuitif pour moi. Il n'est pas du tout intuitif. Je pense que si jamais tu faisais un référendum aujourd'hui, tu demanderais aux enfants, si tu par rapport à la personne qui t'a plus apporté, tu donnes le nom du père ou de la mère, les mecs, ils auront un peu de soucis à se faire. Hein. Je pense que le chiffre de 93%, il passerait. La cote de popularité de Macron, je pense. Hein. On serait autour des 20-30%. Mais c'est une intuition, mais j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Mais bon, l'histoire elle fait que ça, et dans le spectacle, j'explique pourquoi, d'où ça vient en France, en tout cas, parce que c'est pas pareil dans tous les pays. C'est une loi du 14e siècle, et même la loi, elle est abusée. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est que les hommes, ils reconnaissaient pas les gosses, et que donc ça fait qu'on pouvait pas les suivre, les enfants, les bâtards, comme on les appelait à l'époque. Ah non, mais C'est fou quand même. c'est fou.
C'est fou et tellement révélateur encore des inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne la famille. Alors je suis quand même obligée de parler de ça, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à l'humour? Est-ce que c'était une manière pour toi de faire face justement à ces situations difficiles au sein de ta famille? Est-ce que ça arrivait plus tard? Est-ce que tu as toujours manié l'humour? Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Je pense que j'ai toujours été marrant. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Je me suis rapidement rendu compte que ça m'a beaucoup aidé. J'étais celui qui était ami avec les gens hyper populaires, les Kaira un peu, et les bolos, qu'on appellerait les bolos. Parce que j'avais un peu ce lien. L'humour, c'est universel. Je dis souvent, l'humour et l'amour sont très proches. Et c'est une manière en fait, souvent, pourquoi là, il y a beaucoup de gars de banlieue qui ont de la répartie, ou des meufs de banlieue qui ont de la répartie, c'est une manière de se protéger. Quand physiquement, t'es pas. C'est une manière de te protéger. Quand tu fais rire quelqu'un, la personne, elle va faire moins de mal. C'est vraiment une manière de se protéger. J'ai développé ce truc-là un peu en comprenant les gens. Et je pensais pas forcément en faire un métier, mais je me suis rapidement rendu compte. Quand j'ai grandi, quand je faisais mes premiers entretiens d'embauche, j'étais toujours un peu marrant aux entretiens. Ça m'aidait à avoir les entretiens. Une fois, il y avait des gens qui faisaient 10 entretiens, là, ils n'avaient pas le job. J'en faisais un, deux, j'avais le job. J'ai rapidement compris pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu es en face de quelqu'un qui est agréable, qui te fait marrer, tu as envie d'être avec cette personne-là. Mon dernier job, avant de commencer l'humour complètement, j'ai travaillé aux Galeries Lafayette. J'étais chef de projet marketing, dans les jobs comme ça. Je me souviendrai toujours. Je bosse, donc aujourd'hui, c'est mon pote, s'appelle Florence Angrando, qui me prend. Je suis humoriste déjà, donc j'ai commencé un peu ma carrière et tout. Et c'est un peu. Il voit très bien que je suis pas là pour le à temps complet. Il voit que je m'en fiche un petit peu, Pas à fond. que je suis pas à fond. Mais il me prend quand même et tout. Et donc maintenant, on est amis. Et donc, il vient voir mes spectacles. Et après, donc, je tiens 1 an et demi à peu près là-bas. Un jour, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'arrête cette connerie-là. Je me levais toutes les 2 minutes, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que ce job-là? J'en ai marre d'envoyer des mails, j'oublie tout le temps les pièces jointes, je suis nul. J'étais nul en fait. En fait, ça, c'est un autre truc. T'aimes pas un truc, t'es nul en fait dedans, hein. C'est assez chiant. Je le vois donc après, quelques temps plus tard. Et franchement, honnêtement, pourquoi tu m'as pris à ce job? J'étais pas bon et tout. Il me fait, je vais être hyper honnête avec toi. Il me fallait quelqu'un qui soude l'équipe. L'équipe, elle allait pas bien. Il y avait les anciennes qui étaient là depuis 40 ans, quasiment, qui n'arrivaient pas à s'entendre avec les plus jeunes. Il me fallait quelqu'un qui soude l'équipe. Et putain, il m'a pris pour ça, quoi. Il savait que j'allais pas être fou, hein, mais j'ai compris pourquoi il m'a pris. Et aujourd'hui, je parle encore à ces personnes-là. Je les ai encore vues il y a pas très longtemps. Putain, c'est utile socialement, ces liens. Moi, je fais de la scène aujourd'hui pour ça. J'aime voir dans les salles de spectacle des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Que tu sois riche, pauvre, jeune, vieux, un garçon, une fille, musulman, tout le monde aime rire. C'est universel. Et putain, j'ai un truc universel, je vais le continuer. Hier, j'étais en rendez-vous avec le maire du 20e, parce que j'ai une association qui fait on travaille la mixité sociale entre les écoles, les quartiers favorisés, les quartiers un peu en difficulté, qui s'appelle le Grand Bain. Donc, je travaille pas mal avec autour de l'enfance. Je vois le maire hier. Donc, c'est quand même un maire à Paris et tout. Je suis vice-président de l'asso et ma présidente, elle me dit, certes, il faut que tu viennes, et j'allais être en retard. Elle me dit, il faut que tu viennes et tout. J'ai un peu bossé la réunion par rapport à toi. J'ai compris qu'elle est très maligne, elle voulait que je sois là. En plus, j'habite dans le 20e. J'arrive à la réunion, j'arrive en retard. Et ça se passe bien, je fais une vanne et tout, je discute. Et le maire, il me kiffe de ouf. Mais c'est naturel, parce qu'on en a plein de trucs. On sort à peine du truc, il m'envoie un mail. C'est le maire, hein, le maire du 20e. Quoi. Il m'envoie un mail, il me fait, c'est quand ton spectacle? J'aimerais bien venir te voir. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai compris que ça, quel que soit l'être humain qui est en face de toi, les gens, ils aiment bien être en face de personnes qui les détendent, qui sont souriantes. Donc, je me suis rendu compte de ça assez rapidement. Et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. J'en ai fait mon métier. Tu les faisais rire, les membres de ta famille? Ouais, oui, ou bien mes sœurs, je suis le rigolo un peu de la famille. Ma mère, je la fais marrer. Mes parents ont toujours pris pour un garçon un peu fou. Moi, mais ça, malheureusement, quand t'as un enfant, ça, c'est dans ma culture, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu. Mes parents pensent que je suis fou. Parce que t'es drôle. Je suis drôle, je suis tête en l'air et tout. Et pour eux, la réussite, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est carré et tout. C'est un peu dommage, mais. Alors, il y en a un, je suis sûre que tu vas faire beaucoup rire à l'avenir, c'est ton fils, puisque Ouais. tu es devenu père il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir père? Ça m'a mis une pression de fou, hein. Ça m'a mis une pression parce que t'es responsable d'un être humain. Responsable d'un être humain, quand il est enfant, mais t'es aussi pas totalement, parce que je pense qu'il n'y a pas que les parents et la famille qui forment un être humain, il y a la société également, mais tu es également responsable d'un futur être humain, d'un futur adulte. Ça m'a mis une pression de fou. J'en ai fait un spectacle, tellement j'ai mis la pression. Je me dis, oula, qu'est-ce que je dois faire avec lui?
Aujourd'hui, je me rends compte, ma copine, elle est plus stressée que moi de nature. Et je me rends compte que c'est ce que ma mère m'a transmis, c'est le plus important. Ma mère, elle sait à peine lire et écrire. Elle connaît pas les théâtres, elle connaît pas tout ça. Mais putain, elle a fait son taf. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti depuis que je suis né de l'amour. Elle a augmenté notre confiance en nous. Et je pense que c'est ce que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, il faut que je sois. T'as vu le spectacle? Et mon seul but, c'est de lui transmettre de l'amour pour renforcer sa confiance en lui. Quand quelqu'un d'autre lui sera dur avec lui, le tapera, le sera peut-être raciste, sa confiance en lui, il faut pas qu'elle soit galvaudée. Parce que les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est eux qui sont. Ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie, ça crée de l'anxiété. Et ce monde, il est dur. L'une des seules manières de bien élever un enfant, c'est de faire en sorte qu'il croit en lui, parce que comme ça, le monde sera moins dur pour lui. Et ensuite, il faut mettre de l'empathie, de l'altruisme, des choses comme ça. Ça m'a mis la pression et je me suis dit, comme ma mère a fait, il faut visualiser. Et je visualise. Je vais faire mon maximum. Je me touche les deux mains. Je vais faire mon maximum pour faire en sorte qu'il ait confiance en lui et qu'il se rende compte qu'un homme égale un homme, qu'une femme égale une femme et qu'il n'est pas au-dessus. Il n'est pas en dessous. Et qu'on est égaux. Et s'il a ça à l'esprit, il fera le moins de mal possible. Et c'est vraiment mon objectif. C'est ce qu'on essaie de faire avec ma copine. Je pense que c'est important. Bah ouais. Quelles ont été tes plus grandes surprises? Tu t'imaginais certaines choses en étant père avant de le devenir et en fait tu as découvert des choses totalement différentes avec lui dans ta vie. J'ai découvert la fatigue. Ouais, hein. La fatigue, mais ça c'est pareil. Tu vois, on parle avec la famille, c'est fatigant. La famille, c'est fatigant. Tes frères, tes sœurs, tes parents, tes cousins, c'est fatigant. Tes amis de la famille, c'est fatigant. Mais le truc qui te fait tenir dans la fatigue, c'est l'amour. Tu vois, je prenais l'exemple. Hier, c'est pas une embrouille, mais on a discuté avec ma copine et tout. Et, et je me dis, j'ai donné cette image, c'est que faire 10 kilomètres à pied pour aller chez quelqu'un que tu aimes et chez quelqu'un que tu aimes pas, chez quelqu'un que tu aimes, c'est le même effort physique. Mais si tu vas chez quelqu'un que tu aimes, l'effort, tu peux le faire plus facilement. C'est le même effort. Si tu vas chez quelqu'un que tu aimes pas, l'effort il a l'air encore plus difficile. Mais c'est le même effort. C'est pas et ce qui te permet de tenir l'effort, bah, c'est de la bonne vibe, c'est de l'amour, c'est l'envie de. Si tu as envie d'aller là-bas, les 10 kilomètres, ça va le faire. Si tu n'as pas envie d'y aller, les 10 kilomètres vont être 100 kilomètres dans ta tête. Et la fatigue, c'est un peu pareil. Tu es fatigué. Dans un couple, c'est pareil. Quand tu n'arrives pas. Tes parents, si tu as du mal à les voir, c'est parce que l'amour, il s'est effrité. Il s'est effrité. C'est qu'il y a un truc. Si ça demande trop d'efforts, c'est qu'il y a moins d'amour. C'est pas facile à tenir, hein, l'amour. Hein. C'est pour ça que je pense également dans la famille, il faut de la loyauté. Il y a quand même un peu de loyauté aussi. Là, avec mes sœurs, tu vois, malgré tout ce qui s'est passé avec mon père, on ne lâchera pas. On est loyal. Parce que c'est ça aussi, la famille. C'est une grande part d'amour et aussi une part de loyauté parce que personne d'autre le fera sinon. Et si t'es plus loyal, moi je crois vraiment, à part si t'es égoïste. Et après, si on t'a transmis l'égoïsme dans ta famille, ça peut te protéger aussi. Hein, mais si t'es pas trop égoïste, laisser quelqu'un de ta famille crever, pourrir, ne plus faire attention, je pense que ça te fait du mal à toi. Ça te fait du mal à toi. Donc, beaucoup d'amour, un peu de loyauté. C'est la recette un petit peu pour que, même quand c'est fatigant, pour que ce soit pour un enfant, hein, l'enfant c'est fatigant. Donc, quand il y a un peu moins d'amour, faut qu'il y ait de la loyauté quand même. C'est un peu ce mélange-là. Je pourrais pas donner le pourcentage, mais... Et dans le podcast, alors tu sais, on parle beaucoup de l'enfance, notamment de l'enfance d'un point de vue de son rôle dans la société, son poids et comment est-ce que l'enfance est mis ou non au centre de nos priorités dans la société. Toi, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui dans notre société française, notamment sur la question de l'enfance? Je trouve que déjà dans les familles, même la société, l'enfant est sous-estimé. Ça, c'est un truc je ne comprends pas pourquoi. C'est sous-estimé. Moi, dans ma famille, j'ai toujours été très curieux et c'était un défaut d'être intelligent, un enfant intelligent. Oui, arrête d'être intelligent. Pose pas trop de questions. Il y a toujours eu ça dans l'enfance. Et c'est pas bien parce que ça fait que ça nique la confiance en soi. Donc ça, c'est un truc que la société, elle doit remettre l'enfance à sa
il voit le monde différemment. Il n'est pas plus bête, il n'est pas construit sur certains points. Il voit juste le monde différemment. C'est un grand et un petit, un adulte, tu vivez dans le même monde, mais le fait que tu sois pas à la même taille, vous voyez pas le même monde, mais c'est le même monde. Et je pense, moi, je pense qu'il faut vraiment que soit dans les familles, dans la société, arrêter de sous-estimer l'enfant. C'est vraiment un truc à ne pas faire, je pense. J'ai compris le monde assez jeune, assez tôt. Et le fait qu'on ne pose pas, on ne demande pas mon avis, ça m'a fait putain, ça m'a fait ne pas trop aimer les adultes. Tu vois, ça m'a fait ne pas trop aimer les adultes, ne pas leur faire confiance. Donc si les adultes veulent que la jeunesse leur font confiance, arrêtez de les sous-estimer. Il faut pas sous-estimer les gosses. C'est vraiment une très mauvaise chose à faire. Il y a des choses qui se sont améliorées quand même, je pense, aujourd'hui. Le challenge vraiment de la jeunesse, je pense qu'il y en a deux. C'est la technologie. La technologie, elle rend la jeunesse différente. Pas plus facile ou plus dure, différente. L'accès à l'information, il rend les choses cool parce que les parents ne peuvent plus mentir aux enfants. Ça, c'est pas plus mal. Ah ouais, les parents, ils mentaient trop, ils disaient n'importe quoi. On savait pas quel dégât ça fait de dire que le Père Noël existe, qu'à je sais pas quel âge. Les enfants, tu peux moins leur mentir, donc on verra ce que ça donne. Mais l'accès à la surinformation, c'est aussi difficile parce que l'anxiété des jeunes, elle augmente de fou. Moi, je bosse avec des jeunes, ils sont anxieux. C'est dur quand même d'avoir 10 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans, d'être anxieux. Notre société, on fait pas confiance aux enfants et en plus, on les a rendus anxieux. Parce que c'est nous qui les rendons anxieux, hein. Donc, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Normalement, on est censé avoir évolué dans la société, mais j'ai l'impression que c'est plus dur d'être un enfant aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est bizarre Il quand y a même. un vrai enjeu de santé mentale Ouais, chez les jeunes. ouais, c'est un enjeu. On frappe moins. Je pense quand même qu'on frappe moins. Il y a les écoles Montessori, donc on est moins dur, mais je sais pas si on les rend mieux. Tu sais, moi, j'ai un peu de doute par exemple, sur l'éducation positive. Enfin, je sais bien, les deux mots sont bien. Éduquer positivement, c'est très bien. C'est rarement un problème de mots, c'est une manière de faire les choses. Je vois un peu l'un des problèmes que ça peut créer. Je le vois parce que je bosse avec beaucoup de jeunes et je le vois dans les villes comme Marseille ou même en banlieue à Paris. C'est que ce qu'on considère comme l'éducation positive, c'est de mettre des enfants dans un cadre bienveillant. Mais ce cadre bienveillant, il est souvent communautaire. Et il écarte les autres. Donc, on est en train de créer des enfants qui sont plus les uns avec les autres. Notre monde, qu'on le veuille ou non, il est mondialisé. Tu vois, ils vont grandir avec des gens de toute origine, de tout bord politique. Ils vont grandir dans ce monde-là, dans le même monde. La Terre, on ne peut pas la compartimenter. Ils sont dans le même monde. Et donc, ils grandissent plus ensemble, ils grandissent à côté d'eux. Donc, tout le monde grandit à côté d'eux. Donc, oui, toi, ton éducation de tes enfants, elle est positive, à ta sauce. Mais pour moi, une éducation positive, il faut qu'elle intègre de l'ouverture d'esprit, de l'empathie, de la compréhension de l'autre. Si juste ton enfant, il joue avec d'autres, il apprend positivement, mais qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas le reste du monde, mais en fait, il va avoir tous ces trucs bien pour lui, mais en grandissant, il va avoir peur des autres. Et ça va devenir... Au bout d'un moment, si tu n'as que des gens qui sont l'un à côté des autres, Et c'est pour ça que les enjeux aussi sur lesquels tu travailles de mixité sociale et scolaire c'est en trop France, important. c'est hyper important, hein, parce qu'on sait qu'il y en a de moins en moins Bien sûr, dans les écoles aujourd'hui. On parle même de ghettos scolaires, hein. de D'un fou, côté, les ghettos de riches, ouais, les ghettos de de fou. pauvres. Et malheureusement, pour les enfants, on sait que ça a des impacts très néfastes pour l'ouverture sur l'autre, etc. Ça va créer des adultes qui ont peur d'autres adultes. Ouais. Et je Et pense c'est que déjà le cas aujourd'hui. c'est le pire qu'on puisse faire dans le monde. Ça donne le monde qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut vraiment, en tant que parent, en tant qu'adulte d'une famille, faire attention, en tant que société, qu'on fasse attention à ça. Parce que sinon, on va créer des racistes qui ont été éduqués positivement. On va faire des racistes, des xénophobes, des antisémites, ce que tu veux, des islamophobes, parce que ils ont été éduqués positivement, mais uniquement envers leurs semblables et pas envers les autres. Et ça, c'est compliqué, je pense. Alors, on va devoir se quitter et je vais te poser cette question que je pose à tous mes invités. Tu sais que le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Je leur souhaite de grandir, mais pas sur tous les aspects. Grandissez, faut pas grandir sur. Il y a la phrase, grandissez pas, c'est un piège. Elle est un peu vraie. Pour être heureux, je pense, c'est mon intuition personnelle et je fais beaucoup confiance en l'intuition. Maintenant, ça peut garder cette intuition naturelle. L'enfant, il est intuitif. L'adulte, il enlève cette intuition avec le temps. Il met de la raison. L'intuition, c'est la plus belle des sciences. C'est la science qui fait qu'on a l'humanité encore debout. C'est le truc qui fait que je le sens pas. Les enfants, ils ont ce truc-là. Faut le garder. Parce que si tu l'enlèves, tu vas être que dans la raison, que dans le pragmatique. Et c'est pas une chose à faire. Il faut garder cette espèce de naïveté, cette intuition. Parce que c'est ce qui rend heureux, en fait. C'est ce qui rend heureux. C'est
Ah, à continuer. Un enfant, ça tombe, ça se relève. Un adulte, ça veut plus tomber. Tombe, frérot, c'est pas grave. Tu vas te relever. Donc grandissez, apprenez la responsabilité, apprenez à transmettre. C'est ça qui est bien dans l'âge adulte, tu peux transmettre. Tu as de la sagesse en grandissant. Donc apprenez et transmettez. C'est la meilleure des richesses. Apprendre des choses et le transmettre, ça coûte rien. Si tu donnes 100 € à quelqu'un, quand tu as un enfant, si tu apprends à l'enfant, oui, il faut garder ton argent, adulte, il va garder ça. Mais apprends-lui à transmettre. Parce qu'il va apprendre plein de trucs pendant qu'il est petit. Il va devenir adulte et continuer à le transmettre. Ça fera peut-être plus de profs, plus d'infirmiers, plus de... C'est la meilleure des richesses. Il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai appris à faire rire. Aujourd'hui, je transmets mon savoir et je dis aux gens, je finis mon spectacle par si vous aimez les gens, faites-les rire. Je transmets ce que j'ai un peu appris. C'est ce qui rend heureux. C'est ce qui rend heureux. Donc, les gosses, s'il y en a qui écoutent, grandissez, ok. Apprenez, mais apprenez. On est des étudiants de la vie. Continuez à apprendre. On est des étudiants de la vie. Et les adultes, arrêtez de croire, vous savez tout. Ouais. Vous savez pas tout. Merci infiniment, Serge, C'était pour un ce plaisir. moment. Et je rappelle que ton spectacle s'appelle Affaires de famille et qu'il est vraiment à voir. Moi, j'ai absolument adoré. Merci à toi, c'était un plaisir. À très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.